people. Welcome to Women at Work, votre émission 100% femmes qui parle des femmes battantes, des femmes qui défendent leur identité culturelle. Votre émission qui vous fait découvrir les femmes innovantes qui peuvent vous inspirer au quotidien. Eh bien, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes avec notre maman, c'est également votre sœur, votre amie ou votre écoute attentive. Elle, c'est Madame Christine Nimagnon, épouse à Jari. Elle est avec nous. Bonsoir Madame Christine. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Toujours jeune. J'essaye. Alors les internautes voudraient bien vous découvrir. Nous voulons savoir qui vous êtes. Qui êtes-vous? Oh, je suis une femme de 75 ans. J'ai 3 enfants, 2 filles, un garçon et 6 petits-enfants. Et je suis partie du Bénin en 1969, une première fois en 1952 pour faire mes études primaires en Côte d'Ivoire. Et puis je suis revenue au Bénin suite à 1958 où les Béninois ont été chassés, malmenés. Donc je suis revenue au Bénin. Et en 1959, j'ai intégré le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Et puis j'ai fini ma scolarité là-bas. J'ai eu mon bac littéraire en 1966. Et j'ai fait l'université de Tokoin une année. Et après, j'ai été au Sénégal en 67-68. Et avec mai 68, vous connaissez les étudiants, on casse tout. On a tout cassé, on nous a renvoyés dans nos pays. Et donc, je suis revenue dans mon cher pays, le Bénin, ne sachant pas ce que j'allais devenir. Et justement, nous nous intéressons à ce que vous êtes devenu. Parce que quand on parle de vous aujourd'hui, il n'est pas sans dire que les enfants vous connaissent, tout le monde vous connaît aujourd'hui. Et donc, je voudrais quand même, nos internautes voudraient quand même essayer de découvrir pourquoi est-ce que vous avez quitté le Bénin à cette époque et aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous êtes toujours rattaché à votre identité. Et après ça, vous allez nous en dire un peu plus sur votre famille, votre chère famille qui est juste à côté. Oui, en fait, j'ai quitté le Bénin pour faire mes études. Oui, vous l'aviez dit. Parce qu'en 1968, où je suis partie au Sénégal, on n'avait pas la branche littéraire ici. C'était les sciences qu'il fallait faire au Bénin. Donc, je suis naturellement choisie par le gouvernement avec une bourse fac. Et à l'époque, c'était vraiment au mérite. Donc, je suis partie au Sénégal et je suis rentrée en 1968 après les émeutes. J'ai passé 6 bonnes années à la maison. Moi, j'étais déjà mariée, hein. J'avais notre fille aînée, donc je suis rentrée avec elle. Et 6 mois après, un beau soir, j'écoutais les informations et on m'a dit qu'il y a une mission que je suis convoquée pour aller en Europe. Ben à l'époque, c'était impensable. C'était le rêve, tout le monde rêvait d'y aller. Donc j'ai eu une bourse fac et je suis allée en France le 2 janvier 1969. Je ne savais pas du tout à quoi ressemblait l'hiver. Donc nous on a appris ça dans les livres, mais je ne me faisais aucune idée du froid intense que ça peut faire. Donc je suis partie du Bénin habillée avec une belle robe pour montrer que je vais dans un pays civilisé. Et pas de manteau, pas de vêtements chauds, rien. Je monte dans l'avion ici, pas de problème. Quand j'arrive là-bas, pour sortir de l'avion, mon Dieu, j'avais mes froid. Et le froid m'accueille instinctivement, je suis retournée dans l'avion. Instinct de survie. Bon, je vous garde tout, je vous prive des détails. Si vous voulez savoir vraiment tout ce qui s'est passé, j'ai écrit un livre qui s'appelle « La force du destin de Baï ». Exactement. Et avant que vous ne puissiez nous parler de ce livre qui s'appelle « La force du destin », écoutez bien, c'est un livre que maman a écrit dans un moment vraiment précis de sa vie. Et là, elle va nous parler de ce livre. Et pour parler de ce livre, il est important qu'on reparte un peu en arrière pour découvrir la vie intrinsèque de maman. Maman, dites-nous, on sait que vous avez eu un passé vraiment difficile, une enfance vraiment très difficile. Et justement, je sais que c'est pas facile d'en parler, mais on aimerait quand même savoir à l'époque comment vous aviez vécu le fait que votre père vous ait marié déjà sans votre avis. Comment ça s'est passé? Oui, mais c'était comme ça à l'époque, on ne demandait pas l'avis de l'enfant.
on se lie d'amitié avec quelqu'un, on lui propose sa fille. C'était comme ça. Donc mon père était un chantre au niveau des funérailles, tout ça, donc il était très connu. Et son meilleur ami vivait donc dans le village. Et à l'occasion d'un décès, j'étais avec lui pour cette tournée. Et il a pris ma main, il a mis dans celle du vieux monsieur de 50 ans pour me dire que voilà la preuve de mon amitié. Quand elle sera grande, elle sera ta femme. Mais pas sa femme à lui forcément. Hein. Il peut m'épouser pour un de ses garçons s'il en a. Donc voilà l'aventure. Qu'est-ce que le destin mais moi j'étais petite, je ne pensais même pas à ça. Donc ce monsieur venait rendre visite à ma mère, apporter des présents, tout, mais j'étais loin d'imaginer que c'était pour moi. Bon, bref, le temps a passé, le père est décédé et comme le veut la tradition, il y a ce monsieur-là, qui est le petit frère de ma maman, qui est l'un des premiers lettrés de la famille. Donc il est venu aux obsèques de mon papa. Et après les obsèques, il a vu que sa sœur se retrouve avec 6 enfants à élever. Elle n'a pas de revenus, elle est au village comme toutes les femmes. Et entre griffes, vous êtes issu d'une famille de 15 enfants, c'est bien ça, et votre mère, on avait que 6, dont vous. Non, moi je suis la 5e. Ah, félicitations, maman. Alors l'histoire, c'est que c'était pas moi que l'oncle devrait prendre avec lui. Puisque à l'époque, il n'était pas question de mettre les femmes à l'école. Donc c'était mon frère. Et l'oncle étant quelqu'un de très sérieux, on avait tous peur de lui. Donc le jour où il est revenu à la maison pour prendre en main mon frère, il s'est sauvé. Et moi j'étais là accroché à ma maman et il me dit allez toi tu viens. Voilà. C'est comme ça que est-ce que votre père vous a toujours soutenu dans les études, puisque vous me dites que vous êtes parti? Mais non, mon père est mort. C'est après que j'ai fait les études que l'oncle m'a récupéré à la place du frère qui s'est sauvé, parce qu'il ne voulait pas aller avec l'oncle qui est très sévère. Donc moi, j'ai... Vous avez profité de l'opportunité? Non, même pas. J'avais pas le choix. Il m'a vu, il a dit, allez, toi, tu viens. Bah, j'avais qu'à obéir. Donc la mort dans l'âme, j'ai quitté ma maman. Je ne suis jamais sortie du village. Donc j'ai tout raconté dans le livre. Vous n'aurez plus de plaisir à le lire, je ne vais pas vous raconter le reste. Toujours est-il que de la petite fille du village, j'ai réussi à faire des études à Cotonou, j'ai eu le bac. Puis après, le destin a voulu que je puisse être choisie par le gouvernement pour continuer. J'ai continué avec ma bourse. Et entre-temps, j'ai eu mes enfants pendant mes études universitaires, puisque mon mari, je ne vais pas le laisser tout le temps seul comme ça. Donc on s'est mariés. Et vous avez justement de bons enfants et des petits-enfants également. Oh, on a essayé. Justement, on voudrait quand même savoir. J'ai 3 enfants, donc ça c'est l'aînée. Elle est née en 1968. Celle-ci, c'est la deuxième. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Elvire. Elvire. Voilà. Et celle-ci, c'est la deuxième, qui s'appelle Isabelle Enafa. D'accord, Enafa. Et le dernier, c'est le garçon qui s'appelle Lansou. Lansou. Le mâle dominant de la forêt. Dis donc. Lansou Arnaud. Et ils ont eu leurs enfants. Donc, ma fille, la fille aînée, a eu... où ils sont? Des jumelles? Non, non, non. Attends. Voilà, en voilà un ici. En voilà un autre là. Et puis, celle a eu les jumelles. Et le garçon a eu les 2 métis là. Lui et lui. D'accord, c'est tout un beau portrait de famille. Et juste au milieu, il y a maman. Et ici, c'est papa et maman, je suppose. Voilà, quand on était plus jeunes. D'accord. Et là, c'est qui? C'est la belle-mère. Ok, d'accord. Et là, c'est les 2 petits métis de mon fils. Oui, d'accord. Félicitations, maman. Vous venez de découvrir un très beau palmarès de Mémé Christine. Elle est originaire d'Abomey, si je ne me trompe. Voilà, tous ces beaux prénoms. Oui, tout à fait. Tous les beaux prénoms que vous venez de découvrir. Elle est belle, notre Afrique, elle est vraiment belle. Alors, maman, est-ce que vous pouvez nous dire à tous ceux qui nous suivent actuellement, comment vous avez lutté, quelles ont été vos luttes et comment vous avez fait pour maintenir ces luttes-là jusqu'au bout en tant que femme? Si j'ai une reconnaissance à exprimer, c'est à mon oncle.
parce que c'est lui qui m'a sorti du village, qui m'a pris sous sa protection et qui m'a vraiment donné envie d'aller à l'école. Comment s'appelle-t-il? Il vit? Il est toujours vivant? Il est décédé. Paix à son âme. Imayo Raymond. Donc c'est lui qui m'a mise à l'école et il était un tailleur réputé. Il me faisait plein de jolies petites robes. Donc j'étais aux yeux des autres, j'étais la fille privilégiée qui avait toujours une jolie robe, etc. Donc c'est grâce à lui que j'ai découvert l'école. Comme il a vu que ça m'intéressait, mais il me suivait à la maison. Et je réussissais chaque fois, je n'ai jamais redoublé de classe. Et quelles ont été vos plus grandes prouesses? Grande prouesse, c'est pendant mes études, j'ai eu mes 3 enfants. Et il a fallu combiner l'école, enfin l'université, la famille. Et puis comme on était déjà en Europe, mes parents sont pauvres, ils ne peuvent pas me donner de l'argent. Donc je faisais plein de petits boulots. Femme de ménage, caissière, enfin j'ai fait... Vous avez cumulé de petits jobs. C'est pas facile la vie en Occident, hein, c'est vraiment pas facile. Donc on a fait nos études dans des conditions vraiment difficiles. On n'avait personne pour nous aider. Donc il a fallu nous organiser, mon époux et moi, pour trouver des petits boulots et nous en sortir. Vous avez écrit des livres. Vous avez écrit des livres. Est-ce que vous pouvez nous citer ces ouvrages-là et nous dire où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, pour que j'arrive à écrire des livres, c'est toute une histoire encore. Parce que quand j'ai fini mes études, j'ai été en poste dans des lycées, collèges de France. Et j'ai remarqué que les contes du Bénin, personne ne les connaît. Ah, j'ai dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on va nous faire apprendre les fables de La Fontaine, les contes de Grimm, et puis nous avons des contes qu'on ne fait pas quand il faut faire quelque chose. Aux éditions L'Harmattan. Et il y a 22 contes de la tradition orale pure dedans. Waouh, ça c'est carrément à découvrir. Il faut vraiment le lire. Il faut le faire découvrir aux enfants d'ici et C'est d'ailleurs. vraiment pour mes compatriotes que j'ai fait ce livre. Donc ça s'appelle Domancé. Puis après, une fois qu'on a commencé, on n'a qu'une envie, c'est d'en écrire d'autres. Donc j'ai écrit après le forgeron magicien. Forgeron magicien, il faisait certainement des miracles ce forgeron. Disons que non, il ne faisait pas de miracles, mais il a le don de deviner ce que vous voulez faire fabriquer sans qu'on ait à le lui dire. Donc le roi l'a mise à l'épreuve et grâce à une petite fille qui a tout écouté derrière la porte, il a pu être sauvé par la fille parce qu'entre-temps, il a oublié ce que le roi lui avait demandé. Il y avait la lune et le soleil. Wow. Mais ça encore, c'est une autre histoire. Il va falloir acheter le bouquin pour le découvrir. Le forgeron magicien, c'est important. Il y a 8 contes, comme maman le dit. Il faut se procurer ce livre de contes pour le découvrir. C'est disponible à la librairie Notre-Dame. Voilà. Donc après le forgeron magicien, j'ai pensé quand même à nos jeunes écoliers qui n'arrivent plus à lire le fond parce que c'est de la phonétique. Exactement. Mais nous avons un alphabet fond. Pourquoi ne pas le faire connaître? Pourquoi ne pas retourner à nos origines et faire connaître notre alphabet? Savoir lire, voilà. Parce que l'alphabet français, on l'a tellement utilisé que si on prend, même vous, si on vous prend, et qu'on met devant vos yeux un livre écrit vraiment avec l'alphabet actuel fond, vous allez avoir du mal à déchiffrer. Ah, je me suis dit que c'est quand même pas normal qu'on ne puisse pas nous adapter à cette langue qui est la nôtre. Donc j'ai écrit 2 albums bilingues. Il y a le Pacte des animaux. Le Parc des animaux. Qui s'appelle Les Huho. L'enlaiton. Les Huho. C'est-à-dire, signer un pacte, c'est Les Huho. C'est l'acte de signer un pacte avec quelqu'un. Les, c'est le pacte. Et les Huho, c'est le fait de signer un pacte. Donc, le Pacte des animaux, c'est une histoire qui ressemble étrangement au comportement des hommes. Ouais, si vous voulez savoir ce que j'ai écrit dedans, il faut prendre le bouquin. Le Pacte des animaux, chez l'Harmattan, tout simplement, et à la librairie. Voilà. Et puis après, j'ai écrit Le lièvre et le singe. Azui. Po. Ziopo. Il faut prononcer en fond. Azui po, Ziopo. Ça, c'est plus fort que moi. Azui pour être fort. Nous sommes. Azui. Azui.
Zuikpo, Zio, Zio. c'est le singe. Azuikpo, Zio. Zui, c'est le lièvre. Azui, c'est le lièvre. Et Zio, c'est le singe. Voilà. Ah, mais c'est bien, je fais des prouesses parce que je suis d'ethnie Nago, mais quand même, je fais des prouesses. Là, vous l'avez bien. Ah, il faut connaître. Et puis après, la suite, c'est encore une autre histoire. Oui. Parce que je me suis décidée à faire connaître ce que j'écris. Tout à fait. Donc, en 2007, j'ai été invitée à un festival au Canada. Je n'avais pas encore fait mon festival ici, où j'étais partie pour représenter l'Afrique. Donc, j'ai raconté, parmi mes histoires que j'ai racontées, il y a un conte qui a capté l'attention d'un éditeur. C'est pourquoi le ciel s'est éloigné de la terre. C'est pourquoi le ciel s'éloigna de la terre. Pourquoi le ciel s'éloignait de la terre? Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Pour avoir la réponse à cette question, il faut prendre le livre de maman. Là, c'est difficile à trouver parce que comme c'est édité au Canada, je vais bien vous raconter cette histoire si j'ai le temps. Donc, c'est autrefois, la voûte céleste était sur la terre. Tous les hommes de la terre vivaient en symbiose, ils s'entendaient, il n'y avait pas de problème. Et quand on avait besoin de quelque chose, il suffisait de toucher la voûte céleste, on était heureux, on n'avait besoin de rien. Tout allait très bien entre les hommes. Mais un matin, il y a une femme qui s'est réveillée. C'est dommage que ce soit la fête des femmes, mais l'histoire dit qu'une femme s'est réveillée. Elle avait qu'une envie, c'est de piler. Donc elle est allée chercher un gros mortier, elle a mis du maïs et avec le pilon, elle a commencé à piler, piler, piler. Elle a pilé toute la journée, elle a pilé toute la nuit, mais le problème, chaque fois qu'elle donne un coup de pilon, ça va cogner le ciel. Et à l'époque, le ciel était très bavard. Et le ciel dit, mais femme, arrête, pourquoi tu me cognes? Oh, tant pis pour toi, moi c'est mon plaisir. Et le ciel lui a dit de ne plus faire ça, mais elle n'a rien écouté. Le lendemain, elle a recommencé. Le surlendemain, elle a recommencé. Elle a pilé pendant des lunes et des lunes, on ne sait même plus compter. Mais le ciel qui recevait tous ces coups de pilon avait mal. Et le ciel lui a dit, non, arrête de piler, sinon je vais m'éloigner de vous les hommes. Mais elle a cru que le ciel s'amusait. Elle a recommencé à piler. Et le ciel s'est éloigné. Mais juste ce qu'il faut pour que les hommes, en tendant bien le bras, puissent encore toucher le ciel. Wow. Et le lendemain, quand la femme est revenue, elle s'est remise à piler, mais son pilon ne cognait plus le ciel. Elle a dit, ah non, qu'à cela ne tienne. Elle est partie chercher tous les tabourets qu'il y avait dans le village. Elle les a alignés les uns sur les autres. Et elle est montée sur le dernier tabouret qui ne s'est pas affaissé. Elle a recommencé à piler, piler, piler. Et voilà le ciel qui recommence à recevoir des coups. Alors dans une grande colère, le ciel lui dit, puisque tu ne peux pas m'écouter, moi ciel, je m'éloigne définitivement de vous les hommes. Et vous n'avez qu'à travailler désormais pour vivre. Et c'est depuis ce jour-là que le ciel est parti loin, loin où il est. Et plus personne ne peut l'atteindre aujourd'hui, même si on pile toujours. Mais le fin mot de l'histoire, ce qu'il faut retenir de cette histoire, quand la nuit, vous levez la tête au ciel, qu'est-ce que vous apercevez? La nuit, j'ai dit. La lune? Non. Les étoiles? Les étoiles. Eh bien, les étoiles, ce sont les milliers et les milliers de coups de pilon que la femme a donné au ciel. Waouh, c'est une très belle histoire. Voilà. Mais j'espère que très bientôt on pourra se procurer ce bouquin. Alors, maman, vous avez quand même un très beau parcours. Je voudrais savoir, nous voudrions savoir, quel a été votre plus grand combat, quelle a été votre plus grande lutte? Alors, mon plus grand combat, c'est de réussir à aller à l'université parmi les garçons. Parce que jusque-là, j'ai été toujours à l'école des filles. Je ne me suis jamais retrouvée en situation avec les garçons. J'avais peur d'y aller à tel point que je devrais faire un bac scientifique. Et je devrais aller au collège au pied pour continuer. Et là, j'ai refusé d'y aller. Et contre toute attente, la directrice du cours secondaire m'avait rayé.
et on m'avait inscrite au collège au pied. Donc quand on faisait l'appel, j'étais absente ici, j'étais là, mais absente. Et là-bas, bon bref, j'ai fait mon bac littéraire, c'est ce que je voulais faire. Félicitations. Et puis après, bon, il fallait aller à l'université. Maintenant, les garçons sont là-bas, je n'y pouvais rien. Donc, j'ai lutté pour être à la hauteur. Mais quand même, je puis dire que vous êtes à la hauteur. Nous pouvons dire que vous êtes à la hauteur. Alors, regardez droit dans la caméra, adressez un message, maman, à toutes les jeunes filles, à tous les parents, à toutes les jeunes filles, à tous les parents, à toutes les jeunes femmes qui vous suivent actuellement, même aux hommes surtout, parce que ce sont eux quand même qui, avec les femmes, forment une famille. Adressez-leur un message qui est lié à votre histoire, c'est-à-dire l'accès à l'éducation ou les femmes qu'on marie très vite. Adressez-leur un message personnel, s'il vous plaît, maman. Oui, alors je dirais d'abord à mes sœurs, les femmes, qu'il faut d'abord croire en soi-même et avoir la volonté de s'en sortir. Il ne faut pas trébucher parce qu'un garçon vous dit vous ne valez rien, vous ne savez rien. Il faut se battre tous les jours et lui prouver que vous êtes capable de toujours se battre. Il ne faut pas attendre qu'un homme vous adresse un compliment. Parce que moi j'ai observé qu'il ne supporte pas une femme trop évoluée. On dirait qu'on leur arrache quelque chose, je ne sais pas moi. Donc, il faut avoir confiance en soi et surtout ne jamais baisser les bras. Quand vous vous trouvez devant une difficulté, il faut essayer de trouver les solutions. D'accord. Mais vous avez compris, vous avez eu le secret, maman vous a donné Et puis, le secret. mais les hommes, je n'ai jamais dit qu'ils sont mauvais, mais il faudrait qu'ils apprennent à magnifier la femme qu'ils ont chez eux, à la mettre en valeur. Et une fois qu'elle met sa femme en valeur, lui-même se met en valeur sans le savoir. Eh bien, c'est ça. Vous avez compris, c'est la valorisation de la femme, mais à travers elle, l'homme et tout le cercle de famille aussi. Parce que la base de l'éducation, c'est la femme. Et c'est pour ça que sur Women at Work, nous valorisons la femme, l'histoire de la femme. Et aujourd'hui, nous étions avec maman Christine, qui, vous l'avez compris, a un parcours des plus inspirants et est quand même en train de poursuivre sa lutte au jour le jour. Merci beaucoup et à très bientôt.